Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le dernier de chez Deepcool. Il s'agit tout simplement du LT720 en version white, un water cooling de 360 mm avec un design assez spécifique mais qui fait son effet. Vous allez le voir prochainement en fait dans la vidéo, mais en tout cas c'est un water cooling qui finalement en fait a vu son grand frère sortir il y a quelques mois si on peut dire ça, en version noire. Et pour la sortie donc de la version blanche, Deepcool m'a proposé de le tester. À l'époque je n'avais pas pu le tester la version noire et là aujourd'hui du coup je peux tester la version blanche, c'est pour ça que je vous le présente. Mais la question étant, qu'est-ce qui vaut sur le marché aujourd'hui? Parce que c'est un water cooling en 360 mm qu'on va retrouver aux alentours des 115 € à 150 € en fonction des revendeurs. Finalement, il va se placer aux alentours d'un point de vue concurrence des plus gros water cooling qu'on va pouvoir retrouver d'un point de vue performance de chez MSI, notamment avec le Core Liquid 360 ou le C360 aussi de chez MSI, ou avec les H110, j'allais dire aussi de chez Corsair, ou même les Arctic Freezer 2. Bref, la question va être vite réglée avec le test que je vais vous faire dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à ce moment-là à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est à ma récompense, c'est ce qui me permet moi de m'encourager et surtout de savoir que ce contenu vous plaît et à continuer à justement en fait à vous tester ce type de produit. Et puis sur ce, on va attaquer avec la partie présentation. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Yosidiki. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Et puis sinon en fait on se dit à dans une minute pour la présentation et le déballage de ce beau petit LT720 en version white de chez Deepcool. Et là, on se retrouve sur le site de VIP Yosidiki et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par l'unboxing de ce beau petit water cooling. Alors petit, oui et non, ça reste quand même un water cooling qui est quand même assez conséquent en termes de compatibilité. En même temps que je vous fais l'unboxing, donc il est disponible sur toutes les plateformes, que ça soit les nouvelles générations d'AMD comme les nouvelles générations d'Intel, donc ça pas de souci. Vis-à-vis du packaging, comme là vous pouvez le voir, on se retrouve avec quelque chose d'assez simple et épuré comme Deepcool maintenant nous a habitués sur leur nouvelle génération de produits, donc ça c'est assez sympathique. Bon après c'est qu'une petite chose, on voit qu'on est sur des cartons qui est recyclé, etc. Donc ça c'est quand même sympa, mais le problème c'est qu'on a toujours cette grosse couche de plastique et toute la partie emballage qui est quand même compliquée dans les water cooling aujourd'hui, un peu effacée. Donc ça c'est, j'allais dire, un petit peu le défaut. Et donc là on se retrouve avec tout le packaging. Vous avez ici donc les trois ventilateurs directement qui ont un design qui est assez sympathique, mais ça on le verra après une fois monté et voir s'ils sont aussi beaux que performants. Là on va avoir donc notre bloc de pompe ainsi que le radiateur qu'on regardera juste après. On le pose délicatement et après comme d'habitude on va pouvoir retrouver la boîte avec toute la partie visserie et kit de montage que je vais vous détailler. Dans le kit de montage on va pouvoir retrouver la notice de montage, le bracket arrière pour l'installation donc de la pompe, toute la partie donc vis, que ça soit pour Intel ou que ça soit pour AMD, les vis
donc de ventilateur et d'attache du radiateur, les petits écrous de fixation au niveau de la pompe, un splitter, donc c'est-à-dire en fait PWM qui va pouvoir prendre l'intégralité donc des 3 ventilateurs pour avoir qu'un seul branchement sur la carte mère, chose assez basique maintenant qui est fournie par presque tous les Ventira des water cooling qu'on va pouvoir retrouver sur le marché au niveau des marques. Et en plus, et c'est là où ça va être assez sympathique, c'est que ici on va avoir des noise reducers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce sont tout simplement des câbles qui vont permettre de pouvoir réduire la partie bruit du water cooling en tout simplement réduisant de façon mécanique. Donc là, c'est pas de façon en fait directement logicielle, c'est de façon mécanique les vitesses de rotation des ventilateurs. Donc ça, pourquoi pas? Personnellement, je suis pas fan de ce type de produit, simplement parce qu'on peut pas contrôler physiquement et correctement notre I/O. Donc c'est vrai que moi, pour la partie test, je ne vais pas les utiliser. Je vais directement du coup brider pour la partie sonore et après je vais faire un test en fait à 100%, mais en utilisant les splitters directement pour ne pas avoir justement en fait à utiliser ce type de produit. Après, clairement, ça reste quand même en fait aussi quelque chose d'efficace si vous en êtes friand et si vous en avez le besoin. Sachez que c'est disponible et que c'est fourni avec, chose qui n'est pas le cas chez toutes les marques. Et voilà, et là on a directement donc la partie radiateur, tuyau et la pompe de ce water cooling. Franchement, la pompe est massive. Je sais pas si vous le voyez correctement à la caméra, mais vraiment elle est quand même très grosse. Ça fait vraiment un gros bloc. On n'a pas l'impression quand on regarde d'autres vidéos ou quand on regarde en fait différentes photos, mais c'est vrai que c'est quand même un gros bloc. Je me pose même la question si ça va pas être gênant vis-à-vis de certaines cartes mères pour l'emplacement en fait des RAM ou même en fait au niveau des VRM. Donc ça en fait ça sera à voir. Je vais la placer, je pense que je vais tester directement du coup sur le i9 avec la Formula qui est quand même bien encombré pour pouvoir voir justement si ça passe correctement, mais en tout cas on a vraiment quelque chose en fait de bonne finition. Au niveau de la partie pompe ici, comme vous l'avez en fait directement ici, c'est du plastique. Là on a du plexiglas en fait directement pour la partie visuelle qui s'allumera justement après et ça on le verra avec la partie donc en fonctionnement. On va avoir un câble ici donc ARGB femelle, ARGB mâle pour la connectivité du coup du RGB pour la pompe. Ici un câble I/O pompe qu'on va avoir et puis directement donc le radiateur qui est vraiment très propre. Les ailettes sont blanches en fait aussi, donc ça c'est super sympa. On n'a pas juste l'encadrement en blanc de base. Attention, vous avez le numéro de série au cul. Alors c'est peut-être bête à dire, mais c'est vrai que maintenant je vais y faire attention en fait au fur et à mesure parce que certains du coup ne l'ont pas dessus et il faut conserver la boîte ou en tout cas l'étiquette de la boîte pour pouvoir le garder au cas où s'il y a un rappel produit. Ça bon, c'est plutôt la partie technicien qui vous parle en fait dessus. Ce qui est assez sympathique aussi, c'est qu'on va avoir deux petits peignes pour les tubes donc qui sont en fait brandés avec le logo donc Deepcool que vous avez directement. Ça c'est sympa, je trouve ça agréable, au moins ça va faire donner un petit coup en fait esthétique, ça permettra de pouvoir aussi caler les tubes dans la configuration pour avoir quelque chose qui soit esthétiquement en fait assez agréable, ça pourquoi pas. Au niveau de la pompe, on n'a pas de pâte thermique dans le kit simplement parce qu'elle est fournie dessus, donc ça clairement là à l'heure actuelle, bon il vient juste de sortir, on est sur des productions qui vont dater j'allais dire de moins de 6 mois en fait pour ce type de produit là. Si vous avez acheté cette I/O ou si vous achetez cette I/O par exemple dans 2 ans ou dans 3 ans, conseillerais d'enlever directement en fait la pâte thermique qui est préappliquée pour en ajouter une neuve au cas où que en fait elle est tout simplement séchée ou qu'elle soit en fait plus assez performante parce qu'au fur et à mesure du coup du temps ça quand même se désagrège et que ça a quand même un impact. Comme on l'a vu dans le pack de visserie, on va avoir un splitter PWM pour les ventilateurs, donc ça veut dire qu'on est sur des ventilateurs qui sont tous câblés, ils vont pas se raquer ensemble, on n'a plus du coup en fait on n'a pas ce type de technologie là. Clairement c'est un ventilateur qui est assez massif, pas super léger mais pas non plus en fait trop lourd, c'est bête à dire mais ça reste du coup pour moi en fait ok. Par contre il est d'un blanc, je sais pas si vous pouvez correctement le voir et je sais pas si ça ressort correctement à la caméra, mais c'est un blanc éclatant, vraiment du coup en fait très beau. Ici sur la partie pas de vis que vous avez donc sur la face avant simplement le carré, sur la face arrière vous avez deux autres patins qui sont en fait un petit peu en silicone caoutchouc qui vont permettre de pouvoir réduire les vibrations, donc ça c'est pas mal. Bon après je pense que du coup on a fait le tour, on va directement placer ce petit water cooling au final sur la table de bench et puis on va tester tout ça. Et donc là on va parler test et résultats. Vous avez vu un petit peu de changement simplement parce que pour moi il s'est écoulé 2 semaines, pour vous quelques secondes pour pouvoir vous tester l'intégralité de ce water cooling et un peu le découper sous toutes les coutures. À l'heure actuelle au niveau du test, comme vous pouvez le voir là il est posé donc sur une Z690 Formula de chez Asus ROG avec un i9 12900K juste en dessous. Ça a été et c'est sur lequel j'ai testé l'intégralité en fait de ce water cooling. Je n'ai pas testé
sur une plateforme AMD, simplement parce que mon collègue TechRepair, sur lequel je vous mets la vidéo directement en description s'il l'a sorti, ou sinon sa chaîne en description, lui testera donc la version 240 mm et vous le fera gagner donc sur AMD et sur Intel aussi, mais bah c'est tout simplement lui qui m'a piqué ma plateforme AMD. Voilà, clairement du coup en fait dessus pour dire les termes, mais en tout cas ce water cooling se débrouille plutôt pas mal, que ça soit sur AMD ou que sur Intel, ça vous le verrez avec les résultats. Au niveau des tests, comment j'ai effectué les tests, j'ai un peu remanié mon protocole. Je vous ai fait sur du test, donc sur du benchmark synthétique, R15, R20, R23, OCCT, en AVX2, clairement ça va être la partie bench synthétique. Mais j'ai voulu aussi intégrer, et en parlant quand même avec plusieurs personnes, directement un bench qui ressemble plutôt en fait à l'utilisation commune, c'est-à-dire un bench en jeu. Parce que clairement ça va être des produits qu'on va utiliser pour du jeu ou pour la partie productivité, mais qu'est-ce que ça rend réellement? C'est aussi pour ça que je me suis dit pourquoi pas le faire sur des benches là pour l'instant en graphique, avec par exemple une Engine Even et avec une Engine Valley, voir quel était le comportement des températures de ce dernier en jeu sur un i9 12900K. D'un point de vue protocole, justement c'est aussi pour ça que là dans les graphes vous ne le verrez pas comparé à d'autres IO, simplement parce que je vais refaire une vidéo sur lequel je reteste tous mes ventirades et tous les water cooling que j'ai en possession et que je vous ai présenté sur la chaîne, afin de pouvoir justement en fait tous les aligner et pouvoir les comparer tous les uns en fait avec les autres, et surtout affiner aussi la partie protocole en en jeu ou en contexte finalement un peu plus concret. D'ailleurs pour ça n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous souhaitez du coup en fait à ce moment là voir sur différents types de logiciels ou autres et des différents types d'utilisation les performances en fait des water cooling et des ventirades, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, c'est fait pour vous. Moi à l'heure actuelle là pour cette vidéo j'ai uniquement testé sur des benches graphiques, mais à la fin ça va être directement sur une liste de jeux, donc les mêmes jeux que je vais pouvoir aussi les utiliser pour les tests de cas graphiques, donc ça sera entre 5 et 10 jeux à tester à chaque fois. Donc voilà, et je me dis pourquoi pas en fait à ce moment-là vous donner un petit peu en fait ces résultats et ces métriques pour que vous ayez quelque chose un peu plus concret finalement à vous mettre sous la dent, plutôt qu'un benchmark synthétique qui finalement n'est pas représentatif d'une grosse utilisation pour l'aspect gaming. Au niveau de la partie physique du processeur, donc tester à stock, c'est-à-dire simplement poser sur la carte mère dans un premier temps, juste en roue libre, XMP a fait pour la RAM et c'est tout sur tous les benches. Second test, donc là je l'ai effectué avec une partie OC stabilisée à 4,9 pour 220 watts de consommation, afin de pouvoir avoir quand même une chauffe et avoir une consommation un petit peu élevée. On peut, et il tient du coup le 5.1 sans trop de soucis. Après ça va vite monter en fait en température en fonction des usages, mais en tout cas en gaming, quand moi j'ai fait les tests à 5.1 en fait dessus, ça pose aucun problème, il le tenait sans aucun souci. Bref, je vous en dis pas plus, je vous passe directement en fait avec ma belle petite voix off et on attaque la partie résultats et les tests de température. C'est parti. Et donc pour commencer avec l'aspect des résultats de ce water cooling, on va tout simplement d'abord parler de la partie donc bruit et justement nuisance sonore. En réalité, ce water cooling, comme vous pouvez le voir avec le graphique, quand il est lancé à 100% au niveau des ventilations et de la pompe, c'est quand même assez bruyant. On atteint quand même 47 décibels, à 50% on est à 39 décibels. Donc bon, 39 décibels à 50%, on l'entend absolument pas. C'est vrai qu'à à 100%, pour l'avoir eu quand même pas mal de temps en fait à côté de moi ou autre, ouais, ça commence à être un petit peu redondant. Après c'est vrai que dans la table de bench, en n'ayant pas là non plus en fait la case de résonance ou l'isolation d'un boîtier, malheureusement c'est vrai que ça devient en fait au fur et à mesure un petit peu énervant, mais sans non plus en fait être totalement gênant. Voilà, ça ressemble quand même en fait presque, j'allais dire en fait aux 3/4 des water cooling que l'on a en fait sur le marché. Après c'est tout dépend de ce que vous cherchez entre l'aspect performance et l'aspect j'allais dire plus même pas esthétique mais plutôt performance et confort si on peut dire ça, avec la partie son. Ici comme vous pouvez le voir directement, ce sont les températures relevées sur le bureau, donc après 10 minutes une fois que la machine a été lancée, donc à 100% donc d'utilisation des ventilateurs, donc à 100% d'un RPM, et au niveau du coup en fait pour la partie 50% où là on atteint 37 degrés sur le bureau contre 31 en fait à 100%. Donc on voit quand même qu'on a une réelle utilité à mettre les ventilateurs à 100%. J'ai pas voulu pousser et j'ai pas réellement voulu en fait vous montrer tous les tests que j'ai fait à l'heure actuelle avec les ventilateurs à 50% parce que beaucoup sont tout simplement pas concluants. C'est-à-dire que dès le moment où on va le mettre à 50% de ventilation, physiquement parlant, sur les 3/4 des plus gros tests et des plus gros usages, on tombe directement aux alentours des 100 degrés, donc pas réellement en fait utile. Alors que quand on est à 100% et qu'on l'utilise vraiment en fait à son plein potentiel, là par contre ça devient intéressant. Ici, comme vous pouvez le voir, donc là on est sur les benches synthétiques, donc sur R15, sur R20, sur R23 pendant 10 minutes. À l'heure actuelle, le Deepcool du coup LT à 720 sur R23, quand on est à OC, donc en truqué plutôt stabilisé à 4,9 GHz pour une consommation
consommation de 220 watts sur le 12900K, on est à 96 degrés. À stock, c'est-à-dire juste déballé, sorti de la boîte, on est stabilisé à 87 degrés, température haute sur un test de 10 minutes. Sur R20, 90 contre 81 et sur R15, 82 face à 75. Clairement, ça reste des très bons résultats. R23 un petit peu élevé, R20 allez dire un poil en fait aussi, donc c'est vrai qu'il a un petit peu du mal. Je pense que sur des tâches qui vont être beaucoup plus longues, notamment si vous faites du rendu ou autre, en fait du calcul, beaucoup en fait avec la partie processeur, malheureusement je ne sais pas si par exemple au bout d'une heure et demie, 2 heures, on va pas être sur des températures qui seront un peu plus élevées. Après bon, clairement quand j'étais en fait à 4,9, ça montait au fur et à mesure, j'aurais pu le laisser pendant 20 ou 25 minutes, je pense qu'on aurait eu des températures un peu plus élevées. Par contre à stock, il arrive à se réguler en fait dessus, et 81 degrés par exemple sur R20 ou même les 75 sur R15, ça reste les températures, j'allais dire hautes mais moyennes, et au final il est arrivé en fait un peu à ce plafond là et il n'évoluait presque pas. Donc c'est vrai que dans le cas où vous le stabilisez avec une consommation un petit peu élevée, ça risque de souffrir un petit peu. Par contre je pense que du moment où on va être en dessous des 200 watts de consommation, là ce water cooling là fera le taf sans aucun problème. Après, comme beaucoup me l'ont dit en fait dans les commentaires et aussi parler des fois sur Discord ou autre, sur d'autres serveurs, c'est vrai que beaucoup reprochent en fait les benchmarks avec des benchmarks synthétiques parce qu'ils sont pas représentatifs d'une situation possiblement réelle, et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit dans la vidéo au début, et ben que j'ai pu tester et que j'ai voulu faire les tests et commencer à faire les tests en situation, comme je vais appeler ça. Le premier, bon bah c'est même pas un test réellement en situation au final, mais c'est au CCT avec de la VX2, donc en extrême, au bout de 30 minutes en fait d'utilisation, température soit atteinte soit max. Là clairement, dès qu'on est à 50% de RPM pour justement la partie en fait audible où on y arrive, on est à 100% en fait à 100 degrés et on les touche à partir à peu près de 2 minutes. Donc franchement, ça vaut même pas le coup. Par contre, dès qu'on est à 100% en fait de vitesse de ventilation, au bout de 30 minutes, la température maximum est de 92 degrés. Sur Unigine Valley et Unigine Even, qui sont deux benchmarks graphiques que j'ai fait tous les deux tourner, eux, en 1080p pour que ce soit la charge processeur qui soit la plus grosse. Bon, alors j'ai utilisé une Arc 750, donc la partie FPS, en fait, on s'en fiche physiquement. Mais clairement, sur Unigine Valley, en termes de température vis-à-vis du processeur, on est à 59 degrés pour 100% d'utilisation des ventilateurs contre 67 à 50%, et Unigine Even 51 degrés pour 100% de ventilation et 63 degrés pour en fait 50% d'utilisation des ventilateurs. Donc on peut quand même le mettre à 50% pour en fait la partie gaming, etc. en fait dessus. C'est vrai que là finalement au vu des résultats, ça peut paraître cohérent et ça peut être ok. Personnellement, je trouve pas ça réellement du coup en fait très intéressant de faire chauffer pour rien en fait dessus, en sachant que ben du coup on va perdre au fur et à mesure des performances, plus votre processeur va chauffer directement, parce que là je le rappelle, on est du coup à stock, donc là je l'ai pas stabilisé pour ces tests de situation. C'est vraiment, vous prenez le processeur, vous le posez directement sur la carte mère, on met le système de refroidissement et c'est plié. Donc c'est pour ça que là, clairement, moi je me suis basé sur ça. N'hésitez pas à ce moment-là, si vous souhaitez rajouter des critères ou autres en fait dessus au niveau des benches, ou vous souhaitez en fait voir des expositions en fait différentes, n'hésitez surtout pas. Typiquement, j'ai aussi pu tester, et ça je vous le dis en fait sans vous le montrer, mais sur VRE 5, donc test du coup de base d'un benchmark qui fait 1 minute que j'ai fait tourner pendant 15 minutes, donc ça veut dire 15 fois en fait d'affilée. La température maximum quand on est à 100% de ventilation, on est à 90 degrés obtenu. Clairement, ça reste vraiment très bon en fait dessus, donc ça c'est vraiment en fait assez sympathique. Après voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez, si vous souhaitez du Blender, si vous souhaitez d'autres benchmarks à ce moment-là, et surtout savoir si vous souhaitez avoir différents paliers de système de ventilation. Même si pour moi ça me donne un peu plus de travail, bah, physiquement ça vous permettra de vous d'avoir plus de données. Comme vous avez pu le voir, finalement ça reste un water cooling qui a de très bonnes performances. Finalement il va pouvoir se confronter à réellement aux plus grands en fait du marché, notamment ceux de chez MSI ou en fait ceux de chez Be Quiet et Corsair sans trop de soucis. Il mérite sa place en fait finalement des gros water cooling. En termes de tarification, comme je l'ai dit, c'est un water cooling qu'on va pouvoir retrouver entre 110 et 150 € en fonction des revendeurs. À l'heure actuelle sur Amazon, il est à 144 € et clairement il les vaut. Franchement, il les vaut. Il n'y a pas réellement en fait de souci pour ça. Ça reste un produit qui pour 150 € bah reste ok. Donc ça, il n'y a aucun problème en fait directement. Et ça, moi, je vais pas lui reprocher sa partie tarification parce qu'il est bien placé et il est vraiment en fait dans sa tranche et ça correspond. Donc pour moi, ça aucun problème. Vis-à-vis de la partie son, comme vous avez pu le voir,
fait avec les résultats. Alors je l'ai passé la sonde à peu près à 15 cm en diagonale des ventilateurs, comme là vous pouvez le voir directement. Après c'est une image d'illustration parce que du coup je l'ai prise juste avant, donc on avait la arc qui tournait en même temps. Donc bien évidemment que là pour la partie sonore, j'ai pris une carte d'affichage classique sans ventilateur, que j'ai désactivé le ventilateur de l'alimentation pour n'avoir que les bruits donc de la pompe et des ventilateurs. Mais c'est vrai qu'à 100% il est un poil bruyant. Franchement il est un poil bruyant, donc ça va être un petit peu, je vais dire, son gros défaut. Mais voilà, c'est pas non plus en fait quelque chose en fait vraiment d'atroce, hein. On n'a pas une tronçonneuse en fait juste à côté de soi, on s'entend parler sans aucun problème. Si vous êtes dans un boîtier qui est bien insonorisé, là justement en fait dessus ça va réduire énormément, donc ça va vraiment dépendre aussi du boîtier que vous allez utiliser pour ce type de produit. Mais clairement en fait à 100% il a de très bonnes perfs. À 50% ça vaut pas réellement le coup en fait de les utiliser, simplement pour pouvoir descendre en fait à 39 décibels dessus, parce que clairement en performance on y perd, et là ça vaut pas le coup en fait d'utiliser ce type de produit pour faire ça. Mais voilà, à 100% ça va être un petit peu ce défaut. Maintenant, comme je viens de le dire, on vient de parler d'un défaut, et du coup on va quand même passer à point négatif, point positif. Pour point positif, la qualité de fabrication est excellente, on est vraiment sur des bons matériaux, on est vraiment sur quelque chose de visuellement et de physiquement qualitatif. Les petits peignes, les tubes du coup sont bien fermes et sont bien propres. Le radiateur en fait n'a pas de défaut à l'emballage et à l'arrivée. Les ventilateurs sont vraiment très propres et costauds. Les pas de vis, les systèmes de fixation sont bien faits. La notice en fait est claire et franchement en fait à la portée de tous. Le câblage est propre aussi. Donc non, clairement pour moi ça reste en fait un produit qui est de qualité. Par contre, le deuxième gros défaut de ce water cooling finalement c'est sa pompe. Comme je l'ai dit au début au niveau de la présentation, la pompe est quand même assez grosse. On est sur quelque chose d'assez massif. Et c'est aussi un souci parce que là, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis ici avec les tubes en fait de ce côté-là pour pouvoir garder en fait un effet visuel qui soit propre. Cependant, en fait, si vous souhaitez mettre 4 barrettes de RAM, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, sur cette carte mère là, simplement parce que les tubes en fait vont appuyer sur la barrette de RAM et ça va bloquer. Ça va vraiment dépendre de vos cartes mères et de l'armature que vous avez autour, de la disposition. Même si généralement l'espace entre les RAM et les processeurs ne bouge presque pas en fait en fonction des cartes mères. Après, ça va dépendre en fait vraiment des spécificités, mais sur la grande majorité. Donc c'est vrai que pour moi, ça va être un point négatif. Point négatif dessus aussi, c'est que finalement, si on veut garder l'aspect esthétique de ce bloc de pompe là qu'on peut en fait enlever, qui est justement amovible, mais que du coup je comprends pas pourquoi en fait il l'est au final, c'est que à l'heure actuelle on ne peut le mettre que dans une seule position, c'est-à-dire que à chaque fois il sera comme ça, avec donc cette encoche et le dessous donc ici, que côté tube. Donc ce qui veut dire que si vous souhaitez mettre les tubes vers le bas, vous êtes obligé de tourner d'un quart de tour votre bloc. Et ça, je trouve que du coup, ça perd un petit peu de son sens d'un point de vue esthétique, parce que malheureusement, si les tubes, pour X ou Y raison, vous devez les mettre en haut, vous devez les mettre à gauche, vous devez les mettre en fait en dessous, malheureusement, vous êtes obligé à chaque fois de tourner et de perdre du coup en fait le sens correct du logo. Enfin voilà, pour moi, c'est des choses où je trouve ça très 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 sympa en fait à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un petit peu désagréable en fait dessus. Après, c'est qu'un point esthétique, d'accord? Il y a rien du coup en fait qui joue au niveau des performances. Comme vous pouvez le voir, ça se remet en fait très facilement ou autre, donc ça il n'y a pas de souci. Mais voilà. Autre point négatif, c'est l'aspect et le choix esthétique en fait des carrés que vous pouvez voir en fait au niveau de la pompe et que je vous ai montré en fait directement avec les plans. C'est que malheureusement c'est pas amovible, on va pas pouvoir changer le design qui est à l'intérieur, simplement l'éclairage. Donc c'est déjà bien de pouvoir changer en fait un petit peu l'éclairage. Et c'est vrai que la partie design à l'intérieur, soit on aime, soit on n'aime pas. Ça va être un petit peu le souci. Donc ça va être en fonction de vos préférences. Après, sinon d'un point de vue vraiment fabrication, d'un point de vue réel en fait de ce produit, il est bon, ça reste un bon produit, ça reste un bon water cooling. Si je dois lui donner une note aujourd'hui, et si pour en venir en fait à la conclusion à ce moment-là, franchement 7,5 sur 10, voire 8 en fait sur 10, ça reste pour moi en fait bien. Il va perdre un point pour la pompe, un point pour la partie bruit. Clairement du coup en fait dessus, ça va être pour moi en fait les deux points négatifs. Tout le reste du coup ils les prennent, les performances sont bonnes, la partie fabrication est bonne, le tarif et le placement tarifaire en fait est bon aussi en fait dessus. Donc franchement pour moi ça reste un bon produit et je peux vous le conseiller en fait à 100%, que ce soit pour un i5, pour un i7 sans aucun problème. Pour un i9 ça va dépendre du coup de si vous êtes en utilisation OC ou pas en fait à ce moment-là, mais clairement pour moi en fait il pourra aussi s'adapter en fait sur un i9 sans aucun souci. Pour un i3, ça sera abusé de mettre un water cooling en fait aussi gros pour en fait un i3, même un 3e gen, mais clairement du coup ça suffira en fait largement pour tous les processeurs en fait de la gamme et pour tous les derniers processeurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Si vous avez des questions sur ce water cooling, vous n'hésitez pas non plus, vous avez l'espace commentaire qui est fait pour vous et j'y répondrai
en fait à ce moment-là. Alors pas dans la minute, hein, bien évidemment, j'ai une vie aussi. Mais si vous voulez, vous avez aussi mes réseaux sociaux où j'ai les messages privés qui sont ouverts. Donc pareil, vous avez les liens en description. Donc n'hésitez pas en fait à me rejoindre. Si vous souhaitez poser aussi des questions sur Discord, alors j'y suis très peu, mais finalement vous pouvez essayer en fait aussi à ce moment-là. Et puis bref, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est ce qui m'encourage à vous produire du contenu et moi c'est ma récompense. Et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT.